Bienvenue sur Ici Éco. Le 7 avril 2024 marque le deuxième anniversaire de la signature de l'accord préliminaire entre le gouvernement libanais et les experts du Fonds monétaire international au palais présidentiel, en présence de l'ancien président de la République, Michel Aoun. Cet accord visait à faciliter l'octroi d'un financement de 4 ans du fonds, avec la possibilité pour le Liban de recevoir 3 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord, les autorités libanaises soutenues par les experts du FMI ont élaboré un plan de réforme économique complet qui vise à relancer l'économie, à restaurer la viabilité budgétaire, à renforcer la gouvernance et la transparence, à lever les obstacles à la stimulation de l'emploi, à augmenter les dépenses sociales et à favoriser la reconstruction. La principale condition de l'accord implique l'accès à un financement très avantageux de la part des bailleurs de fonds, en échange de réformes indispensables visant à restaurer la croissance et la viabilité financière, à renforcer la gouvernance et la transparence et à augmenter les dépenses sociales et de reconstruction. 2 ans se sont déjà écoulés depuis la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international, sans qu'aucune avancée significative n'ait été enregistrée. À titre d'exemple, le gouvernement libanais n'a pas encore osé entamer les négociations avec les détenteurs d'obligations, une étape qui aurait dû être franchie en mars 2020, lorsque le gouvernement dirigé par Hassan Diab avait pris la décision catastrophique de suspendre le remboursement des euro-obligations, annonçant ainsi le défaut du Liban sur sa dette. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées à l'accord cadre avec le Fonds monétaire international ainsi que sur les retombées de la crise politico-financière sur le pays avec Fouad Zmekhol qui est le doyen de la faculté de gestion de l'UAJ et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais, Midel. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Maurice, le plaisir est pour moi, toujours un plaisir d'être avec toi personnellement et surtout ici Éco et ici Beyrouth. Merci. Commençons directement par le meurtre de Pascal Sleiman. Pascal Sleiman qui a été tué et emmené en Syrie. Donc voilà, Pascal Sleiman qui est le coordinateur des forces libanaises pour la région de Jbeil. Vous dites quoi à propos de ce qui s'est passé? Écoute, tout d'abord, je dois commencer par présenter mes condoléances à tout le peuple libanais, parce que c'est un fils du Liban, à ma faculté, parce que c'est un ancien dans la faculté de gestion et de management. Voilà pourquoi j'étais hier auprès de la famille pour présenter mes condoléances, puisqu'on est une grande famille dès le départ. Et bien sûr, à sa famille et ses enfants qui sont dans la même école de mes enfants. Et je dis pour tout le Liban parce que c'est un crime odieux. C'est un crime odieux, donc on ne connaît pas encore les circonstances, mais avec beaucoup de points d'interrogation. Nous sommes des économistes et non des enquêteurs. Mais bon, c'est assez rare qu'un vol de voiture se termine par un assassinat de la sorte et qu'il y ait un assassinat, pas par une balle dans la tête, mais par ce qu'on écoute ou ce qu'on a écouté de l'autopsie qui a été presque battu à mort, qui est vraiment dramatique. Malheureusement, un corps qu'on retrouve en Syrie. Bon, on a eu des vols de voitures, on a trouvé des voitures en Syrie, mais on n'a pas souvent trouvé des corps. Donc beaucoup de points d'interrogation. Ce n'est malheureusement pas ma spécialité, mais on est extrêmement triste. On est extrêmement triste parce qu'il faut se rappeler aussi qu'en avril 1975 est une commémoration très triste pour le Liban. C'est où la guerre du Liban a commencé. Donc c'est un mois où on aura pas mal de commémorations, d'anniversaires qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Mais avril est un mois assez critique pour le Liban. Et on sait que nous sommes à une croisée de chemin très grave. Nous sommes à une guerre quand même. Nous avons une guerre déjà sur notre frontière sud. Donc notre pays est en guerre. Nous avons des risques d'invasion, des risques de bombardement assez graves. Et au lieu d'être tous ensemble d'une main, bien liés, tous ensemble, 18 communautés, un seul Liban, ben, on se renvoie la balle. On est plus divisés que jamais. Et en plus, nous avons des enfants qui payent le prix. Et quand je dis qu'ils payent le prix, Pascal Sleiman en est un. Et pourquoi j'appelle ça? Parce que c'est un père de famille. Il peut être pro un parti ou autre. On respecte tous les partis. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était partisan, Libanais, qui tenait des armes ou qui allait se battre. Exactement, tué dans sa voiture. D'une façon catastrophique. Voilà. Donc aujourd'hui, on appelle au calme. Mais certainement, il faut appeler au calme. Mais en parallèle, il faut prendre une décision à propos des réfugiés syriens au Liban. Tu sais, Maurice, on appelle au calme parce que... On dépasse aujourd'hui les 2 300 000 réfugiés syriens au Liban. Ça, c'est catastrophique aussi. Je dois rappeler que quand nous avions 400 000 Syriens au Liban, on a quand même vécu des années très difficiles et beaucoup de Libanais ont payé le prix, sans parler des déportations et autres.
Donc aujourd'hui, on doit savoir que parmi ces 2 300 000, bon, il y a peut-être une partie qui sont des personnes totalement éligibles d'être là, dont on a besoin pour l'économie, il faut bien parler, donc un certain chiffre, mais une grande partie, et je dis encore une fois avec des points d'interrogation, qui sont sans doute ceux qui sont sortis par la porte. On était tout le temps à environ voilà, de 400-500 000 000 travailleurs. Mais ce que je voulais dire, qu'il y a une partie de ceux qui sont sortis par la porte, qui sont revenus par la fenêtre avec des habits civils cette fois-ci. Vous rendez qui responsable ici? La communauté internationale, les gouvernements, certains partis politiques, le régime de Bachar al-Assad. Qui ne veut pas que ces réfugiés retournent en Syrie? Tu sais, on a toujours l'habitude de jeter la responsabilité sur d'autres. Évidemment, il y a une responsabilité régionale, internationale, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que le responsable, le premier, c'est nous-mêmes. C'est le gouvernement libanais, c'est le Liban en lui-même. On est nous-mêmes responsables parce qu'on aurait pu mettre un terme à ça dès le début de la crise. Il ne faut pas oublier qu'une certaine partie du Liban soit allée se battre en Syrie. Nous avons des frontières complètement ouvertes. Nous avons une contrebande qui date depuis des années. C'est facile de dire que le gouvernement est responsable, mais pouvoir aujourd'hui prendre une décision aussi importante au niveau de ce dossier, quelle est la décision qui doit être prise? Mais parlons pourquoi on ne va pas mettre. Quand on dit qu'on a la Jordanie qui prend des décisions qui ne sont pas loin de nous et qui n'est pas un pays beaucoup plus grand, quand on voit l'Égypte qui a pris des décisions très fortes. Mais la Jordanie avait bien organisé les flux de réfugiés. Mais juste c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que quand je dis on est responsable, finalement on est dans un pays qui est gouverné. Et quand on est gouverné, on a un pouvoir exécutif, on a un pouvoir législateur, nous avons des forces armées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le peuple qui doit faire ça. Ce que je dis, la responsabilité, c'est la responsabilité du pays. Et un pays, normalement, doit être gouverné entre guillemets, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous sommes des mini-pays, mini-gouvernés. Donc évidemment, sur qui on va mettre la responsabilité? On met la responsabilité principale sur nous-mêmes. Évidemment, nous sommes devenus une passoire. Encore une fois, je réinsiste, évidemment, il y a une responsabilité énorme sur le gouvernement syrien, mais on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on va pas jeter sur les autres? Évidemment que la communauté internationale n'a je dirais, aucun moyen ou aucun point d'ouvrir vraiment ses frontières, parce que nous voyons déjà le flux de réfugiés qui se passe par les bateaux et autres. Donc finalement, oui, il y a une responsabilité internationale, mais la plus grande responsabilité incombe sur les autorités libanaises qui eux-mêmes doivent défendre les frontières, qui eux-mêmes doivent défendre quand même la population libanaise, qui eux-mêmes doivent défendre leur économie libanaise. Et comme on sait, on se jette la balle d'un camp à l'autre. C'est une balle de feu qu'on se jette régulièrement pour des raisons politiques. Certains sont pour, certains sont contre. Et une fois de plus, je reviens sur la date quand même d'avril 75. C'est comme ça qu'a commencé la guerre du Liban. Certains voulaient les Palestiniens, d'autres ne le voulaient pas, etc., sans rentrer dans le détail. Et on s'est retrouvé avec 15 ans de guerre civile. Évidemment, je sonne la sonnette d'alarme. J'espère qu'on n'est pas du tout près d'une guerre, que ce soit une guerre civile ou une guerre sur nos frontières ou autres. Mais par contre, les risques sont là. Les risques sont là une fois de plus parce que nous sommes divisés, parce que nous n'avons pas une vision commune, parce que nous n'avons pas un plan commun, parce que nous n'avons pas une stratégie commune. Aujourd'hui, on voit l'adieu de Pascal Seymen d'un côté, mais d'un autre côté, on voit c'est un parti politique qui lui dit adieu, et d'un autre côté, quelqu'un qui dit ben, nous, on n'a rien à voir, etc. Donc c'est ça qui est dramatique, alors que c'est un jeune Libanais qui appartient à tous les Libanais, et j'aurais dit exactement la même chose à toute communauté. Moi, chaque personne qui meurt pour le Sud, c'est comme mon frère et mon parti, et qui fait partie de notre famille. Donc on dit exactement la même chose. Une fois de plus, on a des Libanais qui payent le prix des conflits qui ne sont pas pour nous, et sans doute il y a des messages qui sont envoyés de part et d'autre. Avant de passer au dossier économique, donc voilà, encore une fois, nous présentons nos condoléances à la famille de Pascal Sleiman. Et passons au dossier, un dossier chaud, hein. 2 ans déjà. Najib Mikati, qui est le Premier ministre sortant, avait souligné à la sortie de l'accord, à Doba Abda le 17 avril 2022, la nécessité de mettre en place des réformes efficaces pour relancer l'économie, s'engageant à résoudre la crise et à mettre le Liban sur la voie d'une croissance durable, équilibrée et inclusive grâce à des réformes structurelles. Rien n'a été fait. Tu sais, Maurice, je t'avais dit qu'en avril 2024, on a plusieurs anniversaires, ou j'appelle ça plutôt une commémoration. Il faut se rappeler, une fois, avant de répondre directement sur l'accord cadre qui s'est fait en avril 2022, qu'en avril 2018, c'était la réunion de Cèdre. La réunion de Cèdre a de 6 ans, donc aujourd'hui nous commémorons, je ne dis pas nous fêtons, nous commémorons la réunion de Cèdre qui s'est parlé exactement à Paris en avril 2018, où nous avions une promesse de 14 milliards, là nous parlons de 3 milliards, de 14 milliards, qui devait être accompagné évidemment d'un plan de réforme. J'aime toujours rappeler que Cèdre, évidemment, vient du Cèdre du Liban, mais Cèdre veut dire la conférence économique de développement et des réformes avec les entreprises.
Et aujourd'hui, 6 ans après, autre que la conférence, donc le seul C qui a été fait, que la conférence qui a été faite, on n'a eu aucun plan de développement, aucun plan de réforme. Voilà, et encore la photo de groupe où une grande partie sont partis dans leur avion privé pour demander de l'argent. On aurait pu vendre les choqué les responsables alors que d'autres arrivaient en bicyclette. Donc je commence sur quand même cet accord qui était un accord qui nous a mis 14 milliards de dollars et jusqu'à aujourd'hui rien n'a été fait. Pas un projet a été présenté aux pays donateurs de la conférence CEDRE. Je dois rappeler que pourquoi la conférence CEDRE, et je vais arriver au Fonds monétaire, mais il faut revenir sur les bases. La conférence CEDRE a été faite et pourquoi on ne l'avait pas appelé Paris 4 ? Vous vous rappelez que quand l'ambassadeur Pierre Duquesne était venu, sur les réseaux, on rappelait qu'on va organiser une conférence de Paris 4. Et il avait très bien dit, qu'est-ce qui s'est passé avec il avait très bien dit, Paris 3, exactement, il avait très bien dit non, ce n'est pas Paris 4, ce sera une autre conférence. Pourquoi ? Nous on a dit, au Liban, ils disaient, ah oui, ils sont en train de jouer avec les noms parce qu'il y a des changements de politique française. C'était non. C'était que nous, on ne donne plus de l'argent sans qu'on ait des cahiers de charges. On ne donne plus de l'argent, on ne finance plus sans qu'on ait un financement par étape qui va sur une première partie, deuxième, troisième partie. On ne finance plus si on n'a pas un audit interne, si on a un audit externe. On ne finance plus si on n'a pas des cahiers de charges spécifiques. Et 6 ans après, Maurice, il faut que tous les Libanais le savent, 6 ans après, on n'a pas présenté un dossier complet à la conférence de CEDRE. Pas un dossier. Donc déjà, on avait une promesse de 14 milliards, pas un dossier, pas un cahier de charges a été fait. Donc on commence qu'il n'y a aucune vraiment volonté d'abord de suivre les normes internationales, il n'y a aucune volonté d'audit de projet. Je ne parle pas d'audit structurel ancien, je parle d'un audit de projet. Donc c'est comme s'ils s'attendent que l'argent vienne comme tu as bien noté, Paris 1, Paris 2, Paris 3, Londres, Stockholm, Bruxelles et autres. Donc aucune volonté de réforme. C'est ce qui s'est passé aussi. Donc on arrive, pourquoi le Fonds monétaire ? Il faut bien que les Libanais savent qu'une fois les 6 ans passés de CEDRE, évidemment CEDRE n'existe plus. On a beau dire donc CEDRE n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il ne reste plus. Non, il ne peut plus exister. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en mars 2020, une fois de plus, donc on commémorait ça les 4 ans il y a 1 an, on a donné le défaut. Donc quand un pays donne son défaut, on ne peut plus aller sur des pays donateurs. Donc s'il y a un pays donateur, il est obligé d'aller à travers un programme de fonds monétaire. Donc si les pays donateurs, je ne dis plus CEDRE, parce que CEDRE en tant que lui-même, toutes les réformes qui ont été demandées n'ont pas été faites, mais même si certains pays donateurs comme l'Arabie Saoudite ou les États-Unis ou l'Europe voulaient faire des fonds, ils sont obligés d'aller à travers un programme fonds monétaire parce que nous avons présenté le défaut. Un pays à défaut ne peut plus être remis sur les rails à moins d'avoir un programme fonds monétaire. Et voilà pourquoi nous avons reçu l'étalage de personnes du Fonds monétaire qui sont venues et l'accord cadre qui était en avril 2022. Cet accord cadre, il faut que tout le monde sache, d'abord, il a été tiré au forceps. Vous vous rappelez, je me rappelle très très bien des réunions. Les réunions étaient assez tendues et le Fonds monétaire devait quitter le Liban. La délégation par M. Ernesto à ce moment-là devait quitter, à savoir qu'il est venu quand même après plusieurs personnes qui connaissent bien le dossier libanais, qu'on a bien rencontré, Chris Jarvis, ensuite Serenova qui était venu d'Argentine et à la fin l'Espagnol qui était Ernesto qui était arrivé pour et cet accord a été tiré en dernière minute au forceps, il faut bien se rappeler, et qui était un accord cadre. Et un accord cadre qui disait que nous promettons et on nous engageons sur 3 milliards, attention, 3 milliards de dollars sur une période de 4 ans, à condition d'avoir des réformes. Mais par contre, il ne faut pas regarder uniquement les 3 milliards ou les 4 milliards, parce qu'une fois qu'on va sur un programme de fonds monétaire, sans doute on s'attendait qu'il y ait quand même une roue qui commence à recommencer à circuler et d'autres pays donateurs. Donc les 3 milliards auraient pu attirer beaucoup plus de fonds. Première chose qui était demandée par l'accord cadre, c'était l'unification du taux de change. À savoir que la Banque centrale a fait un effort là-dessus et a unifié son taux de change juste après le budget, quand on a vu officiellement qu'on avait un taux de change de 89 500. Mais à savoir que c'est un taux de change encore fixé par la Banque centrale parce que aussi le gouvernement sur le marché, parce que le gouvernement s'était engagé à avoir une plateforme internationale qui était Bloomberg. Qui n'a pas vu le jour encore jusqu'à maintenant pour des raisons techniques, pour des raisons sécuritaires ou pour des raisons politiques. Mais permettez-moi, oui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet accord ?
avec le Fonds monétaire mais attendez, international. j'étais en train de Oui. diviser. Donc le premier point était l'unification du taux de change, qui ne s'est pas passé. En ce qui concerne les subventions, mais il faut bien dire que ce n'est pas passé parce que même si on a eu un taux unifié à la Banque centrale, on n'a pas encore un taux clair pour les dépôts. On n'est même pas à 15 000, j'allais dire on est à 15 000, on n'est plus à 15 000 puisque la 151, on a tourné la page de la 151. Le circulaire 166 qui est supposé donner 150 $ jusqu'à aujourd'hui n'est pas mis en application encore. Et même s'il est mis en application, on parle de miettes. Ça, c'est ce qui concerne le taux de change. Tu ne peux pas avoir plusieurs taux de change. On a plusieurs banques encore qui Donc voilà, il fallait unifier le taux de change, il faut sortir avec un seul taux de change. La deuxième, d'abord, c'était arrêter les subventions. C'est ça. Complètement arrêter les subventions. Les subventions, aujourd'hui, il faut savoir que durant l'année 2020, parce que plusieurs personnes se demandent, les subventions nous ont coûté plus que 18 milliards de dollars, 18 milliards de dollars évaporés pour des subventions que les Libanais n'ont pas vues. Et j'aimerais toujours insister, il ne faut pas oublier, notre mémoire est malheureusement courte, qu'en 2020, on passait des heures devant les stations d'essence pour avoir un bidon d'essence, alors qu'on avait des subventions qui ont payé 18 milliards de dollars pour l'essence et pour le fuel. Pareil pour les médicaments, on avait des subventions pour les médicaments alors qu'on n'avait pas de médicaments dans les pharmacies et on retrouvait nos médicaments un peu partout, Syrie, partout au monde spécifiquement. Donc le deuxième point, c'était les subventions. Le troisième, il ne faut pas oublier que le Fonds monétaire avait demandé quand même une loi qui est passée, c'est la seule loi qui est passée au Parlement, qui était une loi pour contre le blanchiment d'argent. Mais même cette loi n'a pas été acceptée par le Fonds monétaire parce que c'est une loi qui a gardé uniquement le titre, parce qu'on a le titre de blanchiment alors que dans l'intérieur, il n'y a rien, elle a été complètement vidée, donc je ne sais pas qui se moque de qui, mais il y avait une loi qui n'est pas passée. On avait une troisième loi qui était le contrôle de capitaux. Alors, une fois de plus, on parlait d'un ancien capital qui n'existe plus, donc on parle quel capital il faut contrôler bancaires, et il y a un grand risque, il faut faire très attention, et je m'excuse d'être un peu pessimiste là-dessus, qu'une nouvelle loi du contrôle de capitaux à la demande du Fonds monétaire pourrait inclure le fresh. Et encore une fois, ce serait un point dramatique parce que là, c'est la seule chose qui reste, qui est la circulation de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs réformes. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'ils avaient demandé 3 ou 4 lois qui devaient passer par le Parlement. Mais aussi, ils avaient bien demandé aussi. Cet accord prévoit aussi une restructuration de la dette. Alors, j'arriverai sur le quatrième point. C'était une restructuration de la dette. Parce qu'on est sorti en 2022 avec une décision catastrophique par le gouvernement de Hassan Diab, le défaut de paiement. Certainement, aujourd'hui, tout accord devait prévoir une restructuration de cette dette. Aucune négociation avec les détenteurs, les créanciers, donc ça c'est aussi catastrophique. Regarde, je continuais qu'ils avaient 2 grandes demandes, justement. Ils avaient une demande qui était la restructuration du secteur bancaire, parce qu'une fois de plus, ils savent très bien qu'il faut, sans restructuration et sans secteur bancaire... Aujourd'hui, nous sommes devant une loi qui est aussi... un projet de loi, vous dites quoi à propos de ce projet de loi? Je vais le commenter, mais il faut revenir que le Fonds monétaire... Moi, j'essaie d'être un peu vite parce que... Non, j'y vais, mais il faut bien que notre téléspectateur connaisse... profiter de tous les points avec vous. Voilà, que le téléspectateur sache que finalement, que le Fonds monétaire avait demandé une restructuration de la dette et une restructuration du secteur bancaire. Et dans la restructuration de la dette, évidemment, comme tu as dit, nous n'avons rien vu et aucune négociation. Quand je dis aucune négociation avec les détenteurs de ces eurobonds, et à savoir, je donne mon avis personnel là-dessus, je suis convaincu qu'un jour, on va avoir des procès spécifiques, on sera surpris à savoir que qui a racheté les eurobonds libanais. Ces 2 grands fonds, qui est le fonds de Ashmore et le fonds de BlackRock, en spécifiquement, et certains fonds qui restent avec les banques libanaises. Donc ici, ça n'a même pas commencé. Quant à la restructuration bancaire, on a pondu dernièrement, il y a quelques mois, un projet de loi, projet après 4 ans, qui est encore beaucoup plus dramatique, mais par contre, il est très grave, il faut faire très attention, un projet qui dit, et ça c'est une des grandes erreurs du Fonds monétaire, nous on est pour la négociation avec le Fonds monétaire, on n'est pas pro-Fonds monétaire, il faut être très clair, le Fonds monétaire, Excusez-moi, nous sommes pour la négociation avec le Fonds monétaire, on ne peut pas venir dire oui sur tout. Mais M. Saad Echemi ne s'est pas comporté d'une façon pareille. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand nous allons chez le Fonds monétaire... Durant les négociations, il était pro-Fonds monétaire. Mais attendez, nous sommes pro-Fonds monétaire en tant que secteur privé parce que nous voulons les réformes, parce que nous voulons quelqu'un qui est le bâton et qui est un bon. Mais en même temps, on ne peut pas dire oui sur tout, on doit négocier. Aujourd'hui, quand nous avons des spécifications ou des projets qui disent aujourd'hui on fait un write-off de tous les dépôts bancaires qui sont à la Banque centrale et on recommence de zéro, on a un problème majeur. Donc je redis que le Fonds monétaire, quand il est allé en Argentine ou il est allé en Égypte ou il est allé en Grèce, on négocie avec le Fonds monétaire, on se met sur la table. Une fois de plus, nous saluons les efforts du Fonds monétaire, nous avons besoin d'un projet. J'insiste là-dessus. Mais parlez-moi un peu de la dette, de la restructuration de cette dette, des négociations avec les créanciers. Il fallait commencer directement
mars 2022. Hein? Donc, regardez, Maurice, la première chose, une fois de plus, vous l'avez dit et je réinsiste, c'était dramatique d'abord d'aller sur un défaut en mars 2020, à savoir qu'à ce moment-là, nous avons plus de 30 milliards, quand même 30 milliards dans les dépôts de la Banque centrale. 30 milliards et on avait à payer 1,5 milliard hein, sur l'année à venir. Et à savoir, on aurait été sauvé par la Covid une semaine après. Donc déjà, et à savoir que le défaut n'aurait jamais dû avoir lieu, en tout cas de cette façon. Et si défaut il y avait eu, on était obligé le lendemain de commencer sur un plan structurel. Quel a été le coût de ce défaut? Écoute, le coût de ce défaut a été où nous sommes aujourd'hui. D'abord, le coût de ce défaut, à savoir que juste avant le défaut, nous avions un taux de change qui était 5 000 livres. 5 000 livres, hein, je me rappelle, extrêmement bien à ce moment-là. Et juste après, nous sommes montés sur des pics énormes, à savoir où nous sommes arrivés à 90 000. Donc on commence par le taux de change. Le deuxième, c'est la confiance. Aujourd'hui, il y a une chose qui ne va jamais se racheter et qui ne va jamais être financée, c'est la confiance. La confiance, ce n'est pas uniquement dans le secteur bancaire. La confiance, c'est là dans l'économie. La confiance, c'est dans le pays. La confiance, c'est dans le gouvernement. La confiance, c'est entre les personnes. La confiance, c'est avec les pays donateurs. Donc ce point de confiance, je pense qu'il nous faudra des générations pour le reconstruire. Et c'est ça qui est dramatique. Donc quand un pays fait défaut, comme le Liban, un pays qui fait 50 milliards qui faisait de PIB à ce moment-là, qui est à 25 milliards, on n'aurait pas pu faire ça. Et je pense que ça a été une décision dramatique. Pourquoi, comment, on ne pourra jamais vraiment l'expliquer. Le point, tu m'as posé la question et je ne me fuis justement pas du tout de la réponse. Le projet proposé, à mon avis, est un projet fictif, un projet qui n'a aucune valeur, simplement pour perdre le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est dans les affaires courantes, qui ne va pas prendre de décision. Ça me rappelle le même gouvernement des affaires courantes quand on parlait de l'échelle des salaires qui allait sur cette... Donc c'est un peu la méthode libanaise de perdre le temps et en même temps de gagner du temps politique pour arriver sur certaines échéances. Donc je pense que c'est des ballons d'essai qu'on jette, mais techniquement, je pense que personne ne veut vraiment aller sur des formes. Personne ne veut vraiment avoir ce plan. On jette des ballons d'essai. On voit ce plan qui a été proposé ne peut pas voir le jour parce qu'on ne peut pas venir d'un coup dire la Banque centrale, on va complètement nettoyer ses bilans, nous enlevons toute sa dette. Ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est ce qui est proposé dans le plan. On enlève complètement la dette qui sont les dépôts des ça, banques. Les 70 milliards. Voilà, les 60 milliards. La Banque centrale recommence sur un fonds très clair. Quant aux déposants, alors je résume rapidement, ceux qui sont moins de 100 000 $, jusqu'à 100 000 $, on leur rend sur les 15 années à venir avec 150 ou 200 ou 300 $ par mois, à savoir que déjà la valeur monétaire est en train de se déduire déjà. Quant aux autres, on rentre sur un fonds, je dis bien sur un fonds, et à savoir un fonds qui est géré par qui, Maurice? Par les mêmes qui ont délapidé les 100 milliards. Mais c'est important ici de dire que l'annulation d'une grande part des engagements de la Banque du Liban envers les banques, c'est directement les dépôts des déposants. Évidemment, ce n'est que les dépôts des déposants. Donc les 60 milliards ici, donc le plan de Najib Mikati est sorti dire que voilà, il faut remettre le compteur à zéro, donc tout en annulant ou bien en annulant les engagements de la Banque du Liban envers des banques commerciales, c'est remettre à zéro les dépôts des déposants. Exactement, mais c'est mettre à dépôt jusqu'à les 100 000, c'est de diviser. Et le reste, le projet, est dire on met dans un fonds et le fonds revers. Mais encore une fois, comment on peut faire conscience en ce fonds? Qui va diriger ce fonds? Les mêmes. Alors je pense qu'on a un très gros problème. Donc je redis et j'insiste, je suppose que ce projet était un ballon d'essai pour gagner du temps politique et perdre le temps des déposants pour de plus en plus, malheureusement, je dirais qu'ils connaissent la réalité qu'une grande partie de ces fonds... Vous appuyez la décision du Conseil d'État sur le budget? Oui, non, pas sur le budget. En ce qui concerne le plan de Najib Mikati et du gouvernement, le Conseil d'État a assigné le coup de grâce, certainement, au projet, à la stratégie du vice-gouverneur ou bien du vice-président, du vice-premier ministre Saad Echemi, pour approuver la stratégie de redressement du secteur financier, notamment l'annulation d'une grande partie des engagements de la Banque du Liban en devises envers les banques. Donc le Conseil d'État ici est sorti dire que voilà, non, vous n'avez pas le droit d'annuler ces engagements. Le Conseil d'État a donné un avis. C'est de la responsabilité de l'État. Attendez, le Conseil d'État a soumis son avis, mais à savoir qu'aujourd'hui, ce projet de loi est encore dans un état embryonnaire, c'est-à-dire il est encore au niveau du Conseil des ministres, il doit aller être discuté au Parlement, et si loi A, on peut aller en une invalidation sur le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État a donné aujourd'hui un avis, et c'est très clair qu'un avis qui est donné sur la loi. Donc une fois de plus, ça prouve que c'est une perte de temps et un ballon de feu, une balle de feu qu'on s'envoie d'une plateforme à une autre, simplement à mon avis, pour que le déposant de plus en plus soit convaincu qu'une grande partie de cet argent a été volé, a été délapidé.
Aujourd'hui, il faut savoir que quand on parlait sur le projet, bien avant le projet, je dirais le haircut était monté à 17-18%, même on a frôlé les 20%. Aujourd'hui, une fois que ce projet est allé, on est retombé dans les 12%, qui est la valeur aujourd'hui du dépôt pour quelqu'un qui veut aller faire son haircut. On n'a même plus un haircut en livre libanaise parce que les banques n'ont plus assez de livres libanaises. Pourquoi certaines banques, Maurice, ont continué à appliquer le taux des 15 000? Parce qu'on a des déposants qui vivent que de ça, il faut savoir. Donc ils sont obligés d'aller transférer ou d'aller échanger ce qu'ils ont comme dollars bloqués à la banque sur le taux qu'ils aient pour vivre. Et même sur ces 15 000, les banques n'ont plus de livres libanaises à leur donner. Donc s'ils les ont arrêtés, c'est parce que d'abord, c'est contre la loi puisque le taux n'est pas clair. Il doit être donné dernièrement. Nous avons encore une fois un jeu de rôle entre le ministère des Finances et la Banque centrale. Donc la Banque centrale qui dit « moi j'ai unifié le taux de change, le reste ce n'est pas moi ». Le ministère des Finances qui dit « mais moi je ne peux pas non plus mettre un taux de change qui est sur les dépôts ». Il leur dit « oui mais ça c'est votre dette, c'est à vous de la restructurer ». Donc on va dire un jeu de rôle ou des rejets de responsabilité. Qui en paye le prix à la fin? Paye le prix le pauvre déposant aujourd'hui qui a perdu une très grande partie de son dépôt qui a été volé. Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui passer à un taux officiel à 89 500 sans avoir un contrôle de capitaux, les retraits bancaires, les conséquences au niveau de la masse monétaire? Ça serait catastrophique aussi. Nous sommes sur un taux de 89 000, sauf sur les anciens dépôts. Et encore une fois, même si nous arrivons, d'abord, le projet n'est pas du tout d'arriver à 89 000, il faut très bien le savoir. L'idée était de monter à 25 000. Qui doit définir? Alors regardez, ça c'est une grande question parce que l'argentier principal, qui est la Banque centrale, c'est elle qui définit le taux de change. Et la Banque centrale a défini son taux de change à 89 500 et d'aller sur une plateforme de Bloomberg, qui est une plateforme internationale où on aura un floating rate, on aura un rate qui va être variable. Mais encore une fois, il faut savoir qu'un rate variable n'est plus entre les mains de l'État. Mais pour Wassim Mansouri, c'est donc c'est par coordination avec le Conseil des ministres et le ministère des Finances qu'on peut sortir avec un taux de change unifié. Alors une fois de plus, la plus grande erreur qui s'est passée, mais encore une fois on ne veut pas revenir, c'est quand on a eu un taux unifié politique. Parce que ce qui s'est passé sur le Liban, c'était un accord politique. On n'a jamais eu un taux de 1500 livres. On l'a eu durant 30 ans parce que c'était un accord politique entre les trois présidents, ou les trois présidents qui sont suivis, et un accord évidemment international qui devait garder le taux de change. Mais ça a coûté énormément à la Banque centrale, ça a coûté aux déposants, et ça a coûté bien sûr au support international qui chaque fois qu'on avait un dérèglement ou une balance qui parlait, il fallait injecter. Donc avoir un taux de change fixe, malheureusement, est extrêmement difficile parce qu'il faut le financer. Avoir fixe, alors aujourd'hui, ce que fait la Banque centrale, comme elle ne peut pas le financer en devises difficiles qui sont des dollars, donc elle garde des livres libanaises, ce qui est normal et je trouve que c'est une politique tout en acceptable. Contrôlant la masse monétaire libanaise, en livres libanaises. Voilà, où on est en train de contrôler. Mais finalement, un jour ou l'autre, ça va lâcher parce que nous savons que nous allons sur une économie noire, nous allons sur une économie qui est, je dirais, à 90% dollarisé, pour ne pas dire plus. Aujourd'hui, on paye tout en dollars, même si c'est en dollars et même si c'est en livres libanaises, mais effectivement, c'est sur le taux de dollars. Et finalement, la masse monétaire est encore tenue aujourd'hui par la Banque centrale. Et à savoir que quand le vice-gouverneur, et qui est devenu gouverneur, Wassim Mansouri, est arrivé, il avait mis comme condition d'arrêter quand même les grands changeurs. Et à savoir, du jour au l'autre, et je disais toujours ça sur ce plateau, ces changeurs fictifs, du jour au lendemain, ont disparu en 24 heures. En 24 heures. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais et qu'on a vu les plateformes aussi sur les d'un coup en 24 heures. Donc ça évidemment ça l'a aidé et aujourd'hui, tenant la masse monétaire en livres libanaises, il peut maintenir un taux de change plus ou moins, je dirais, stable à 89 500. Mais tout ceci, Maurice, il faut l'avouer, tout ceci est fictif. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire ne va mener nulle part si on ne rentre pas sur un vrai plan de restructuration, si on ne rentre pas sur une vraie négociation, et je dis bien négociation avec le Fonds monétaire. Et je redis, je suis pour une négociation avec le Fonds monétaire, je suis pour un plan avec le Fonds monétaire, mais avec discussion. Et surtout avec une vision à long et court et moyen terme. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucun plan après 4 ans. Vous êtes convaincu qu'on a besoin encore d'un plan avec le Fonds monétaire? Regarde, est-ce qu'il faut signer un accord avec le Fonds monétaire? On est très loin d'une signature d'un accord, mais on doit négocier. Bien sûr qu'il faut négocier. Le Fonds monétaire est une... Pour 3 milliards de dollars? Ce n'est pas pour 3 milliards. C'est pour la signature. Regarde, aujourd'hui, on doit négocier. On ne peut pas venir faire claquer la porte à un fonds monétaire. Le fonds monétaire est une banque. Est une banque qui finance les gouvernements. Permettez-moi, Dr Zmekhoul, nous avons aujourd'hui devant nous le cas de l'Égypte.
tout ce qui se passe en Égypte. L'Égypte a bien profité du Fonds monétaire international. Plus que 30 milliards. Plus que 30 milliards de dollars. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Égypte? Parce que l'Égypte est un pays quand même qui a 120 millions d'habitants et quel que soit le financement, sont obligés d'avoir toujours un plan de financement. Donc l'Égypte, il faut savoir, on ne peut pas comparer l'Égypte au Liban parce que l'Égypte est un pays beaucoup plus grand et qui a besoin d'énormément de capitaux. Le Liban est un pays beaucoup plus dynamique. Le Liban aujourd'hui, si on va sur un plan de réforme, pourquoi nous on dit Fonds monétaire? Il faut insister, Maurice. Parce que quand même sur les 30 dernières années, il faut savoir qu'on n'a jamais pu mettre des réformes. Sur les 30 dernières années, on n'a jamais pu mettre d'audit des fonds qui venaient. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Écoute, aujourd'hui, si tu vas sur un fonds monétaire, aujourd'hui, le fonds monétaire, la première chose qu'il te dit, c'est qu'il va suivre les fonds. Le fonds monétaire va faire des audits du ministère des Finances, de l'électricité qui nous a coûté quand même 2 milliards de dollars par an durant les dernières 30 années. Donc quand nous allons sur un plan, c'est un peu à contre-cœur, mais attention, c'est sans dire oui surtout. Nous ne sommes pas sur ce qui se passe, qu'on dit « Ah oui, on va au Fonds monétaire ». Le Fonds monétaire n'est pas le Père Noël. Tu as donné l'exemple de l'Égypte. Je vais donner plus que ça. Le Fonds monétaire, pendant qu'il était en Argentine, l'Argentine a fait défaut 3 fois, pendant que le Fonds monétaire était là-bas. Fonds monétaire tout seul, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous, pourquoi on s'accroche plus ou moins à un Fonds monétaire? Parce qu'aujourd'hui, il pourra nous aider à implémenter des réformes. Ça, c'est clair. Mais par contre, tout seul, je te suis, que ce ni les 3 ou 4 milliards qui vont redynamiser l'économie, ni le Fonds monétaire. Aujourd'hui, c'est ça que j'étais en train de dire, ce qui va redynamiser l'économie, ce qui va rendre une partie des dépôts, ce qui va ramener la confiance. C'est pas la confiance, c'est remettre vraiment le rouleau compresseur du secteur privé en action. Ce qui va ramener le pays, c'est vraiment le secteur privé, c'est la croissance. C'est finalement, et je vais te parler d'un plan aujourd'hui que personne n'en parle, c'est le plan McKinsey. On a eu quand même McKinsey qui sont restés durant 2 ans au Liban, un plan qui est resté jusqu'à 2018, de 1274 pages. Et pourquoi je dis ce plan? Pas parce que j'aime McKinsey, ni pourquoi il a été fait. On a eu la plus grande société de conseil du monde qui est venue, qui a étudié. Pour dire que voilà, vous avez une valeur ajoutée. Et qui est sorti sur 6 secteurs. Il ne faut pas oublier. Il a parlé du secteur de l'agriculture, il a parlé du secteur de l'industrie. Et dans l'industrie spécifique, il a spécifié quelles industries on peut aller. Il est allé sur le télécom, il a parlé du tourisme. C'est-à-dire il a donné un plan spécifique. Et une fois de plus, ce n'est pas les plans qui manquent, mais c'est plutôt l'implémentation et le suivi. Donc je dis, nous avons des plans, mais par contre, je dis, nous n'avons pas une volonté politique. Et je vais dire quelque chose comme nous approchons de la fin. Je sens malheureusement au fin fond de moi qu'il y a une volonté préméditée de rester comme ça. Et là, nous lisons ça. C'est ça. Nous lisons ça vraiment dans tous les rapports de la Banque mondiale. Qui dit, Maurice, c'est la plus grande crise mondiale préméditée. Il le dit dans tous les rapports. Mais aussi, un accord avec le FMI aujourd'hui nécessite une volonté politique. Aussi, bien sûr. Dire volonté politique, c'est accepter aujourd'hui de passer à des réformes structurelles, certainement, d'appliquer ces réformes. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique aujourd'hui pour combattre la contrebande, l'évasion fiscale, la restructuration du secteur public? Non. Je vais te dire pire que ça. Il y a une volonté de promouvoir la contrebande. Il y a une volonté de promouvoir l'économie noire. Attendez, si on suit ce qui se passe aujourd'hui, c'est fini. On est dans un pays complètement démantelé. On dit, mais signer un accord, c'est dire réforme. Mais voilà pourquoi je réforme, c'est secteur public, c'est électricité, c'est contrebande, c'est évasion fiscale, donc c'est tout ça. Mais regarde, Maurice, aujourd'hui, si on regarde sur les 4 dernières années qui ont passé, on a notre économie blanche, entre guillemets, qui est l'économie transparente, qui a une gouvernance et qui suit quand même une certaine éthique qui est complètement tombée. On a beaucoup de sociétés qui ont fermé ou qui sont allées travailler autre part. Et on a une très grande croissance de l'économie noire et l'économie du cash qui est dramatique. Donc aujourd'hui, quand on dit fonds monétaire, c'est pour essayer d'appliquer des réformes, parce que tout seul, on ne peut pas le faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous parlons et on répète, mais finalement, quel est notre pouvoir, outre que le pouvoir lobby que nous faisons? Donc aujourd'hui, on a besoin du fonds monétaire pour essayer de faire ce que nous, on n'arrive pas à faire à l'interne. Mais une fois de plus, je vais insister, ce n'est pas le fonds monétaire qui va ramener la croissance, ce n'est pas le fonds monétaire qui va ramener la confiance. C'est nous-mêmes, Libanais, c'est le secteur privé, c'est vraiment les secteurs qui travaillent. Nous avons un secteur touristique quand même qui, en 2023, avait fait un très bon travail, qui, en 2023, on voulait relier la période estivale à la période de fin d'année. On a été pris une fois de plus au piège par le 7 octobre et par les attaques du Sud. Donc finalement, nous avons des secteurs qui recommencent à travailler. Nous avons un secteur industriel quand même qui s'est restructuré et qui recommence à travailler. On a le secteur médical et paramédical. Donc une fois de plus, c'est vrai qu'on est un pays entre guillemets en effritement public évidemment et politique, mais d'un autre côté, on a tous les atouts nécessaires pour redynamiser. Et c'est ça qui nous fait beaucoup de peine. On est tous d'accord. Mais revenons à cet accord. Dire accord, c'est dire réforme. Depuis 4 ans, donc, il fallait combattre la contrebande. On a fait qu'appuyer la contrebande.
il fallait combattre l'évasion fiscale. Nous avons aujourd'hui l'économie souterraine, ou l'économie du noir, avec toutes les évasions fiscales qui existent au Liban. Il fallait restructurer le secteur financier d'une façon, équitable, d'une façon, mais en contrepartie, nous avons le Card el-Hassan et autres. Unifier le taux de change, nous avons toujours ce problème-là. Électricité, pas d'électricité. Il fallait restructurer le secteur public. Nous sommes devant un secteur public qui a explosé. Un secteur privé qu'on fait tout aujourd'hui pour l'étrangler. Donc, le coût de la gérance de la crise. Aujourd'hui, alors je vais te répondre point par point et rapidement. Finalement, ce que tu dis ne fait qu'appuyer ce que malheureusement je suis convaincu, que c'est une crise préméditée et surtout que la gestion de crise a été encore pire que la crise. Il faut très bien dire, et je pense que nos téléspectateurs vont être d'accord, que ceux qui ont créé la plus grande, et je dis bien créé, la plus grande crise économique et sociale et monétaire du monde, ben, ce n'est pas eux qui peuvent participer à la régler, bien que c'est toujours eux qui sont encore aux commandes jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on doit être vraiment convaincu qu'on ne peut pas s'attendre à plus que ça. Après 4 ans et plus 4 ans et demi de cette plus grande crise, aucune réforme n'a été prise, aucun plan n'a été mis. Donc quel a été le coût de la gérance de cette crise? Par contre, nous continuons de plus en plus et on est en train de faire payer aux contribuables ça. Et là, tu voulais en parler avec un budget qu'on propose, comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'est passé, que tout va bien. Donc une surtaxation énorme. Donc on va sur des niveaux de pauvreté plus grands. Quand on augmente les taxes au Liban, nous savons que c'est la contrebande qui augmente. Donc quand je disais on promouvoit la contrebande, mais évidemment, comment on la promouvoit? En augmentant les taxes. Donc quand on augmente les taxes, malheureusement, c'est la contrebande. Donc je peux te dire qu'il n'y a aucune volonté de réforme, aucune. C'est simplement des ballons d'essai pour arriver à des échéances politiques. Et finalement, donc vous êtes convaincu que nous sommes devant une crise systémique? Oui, systémique, mais plus que ça. Aujourd'hui, nous faisons face à la plus grande crise économique et sociale du monde. Nous faisons face à des risques de guerre tous les jours. Nous faisons face à des risques de guerre civile. Et encore une fois, on revient sur ce qui s'est passé au pauvre Pascal Saïmed. Et nous n'avons pas de président de la République. Et nous avons encore un ministère des Affaires courantes. Et nous avons des vides un peu dans toutes les places de l'État. Donc aujourd'hui, nous allons vers un effritement total. Mais d'un autre côté, je dois dire qu'on a un secteur privé dynamique. J'ai parlé de secteurs qui travaillent encore. Notre secteur de l'éducation, finalement, avec ma casquette de doyen, maintient son niveau, maintient ses étudiants. On arrive à des taux quand même d'employabilité très hauts de plus de 95%. On est très fiers de ça. Mais malheureusement, en face, nous essayons d'avancer. Nous avons des personnes qui nous tirent jour et nuit de façon volontaire. Et finalement, voilà où nous assistons. On assiste à vraiment une perte continuelle de tout équilibre, de la sécurité, une crise et une polémique politique et bien sûr des risques de guerre à tout moment où au lieu de calmer les esprits encore, nous sommes en train de hausser de plus en plus et nous ne savons pas ce que nous réserve le futur. Bien voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Fouad Zmekhoul. Vous êtes le doyen de la faculté de gestion de l'USJ et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais MIDEL. Et je veux conclure en disant que malgré toutes ces perspectives assez sombres, on maintient quand même notre volonté, on maintient notre confiance et on ne se rendra pas parce que c'est la persévérance qui est le secret de la réussite. Merci, bien voilà mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.